Ma femme est morte dans un accident soudain. Quelques jours plus tard, le notaire m'a remis les clés d'un luxueux appartement terrasse en me disant « Il est à votre nom maintenant ». De son vivant, elle m'avait formellement interdit de poser des questions sur ses voyages d'affaires. J'avais l'intention de le vendre, mais avant de le faire, j'ai décidé de m'y rendre. Quand j'ai ouvert la porte, je suis resté pétrifié de choc, car assise dans le salon se trouvait. Je suis heureux de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Je n'aurais jamais pensé tenir entre mes mains les clés d'une vie dont j'ignorais l'existence. 3 semaines s'étaient écoulées depuis les funérailles d'Isabelle, et je trouvais encore des morceaux d'elle éparpillés dans notre maison de la rue des Tilleuls. Sa tasse de café traînait non lavée dans l'évier, avec une légère tache de rouge à lèvres sur le bord que je n'arrivais pas à me résoudre à frotter. La lumière du matin filtrait à travers la fenêtre de notre cuisine de la même manière qu'elle l'avait fait pendant 35 ans. Mais tout semblait différent maintenant, vide, comme si la maison elle-même retenait son souffle, attendant qu'elle franchisse la porte avec ce cliquetis familier de ses talons sur le parquet en chêne. J'avais 60 ans et, pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais complètement perdu. La sonnette a interrompu mes pensées, perçant le silence qui était devenu mon compagnon constant. À travers le Judas, j'ai vu Maître Dubois, notre notaire de famille, debout sur le perron, serrant une enveloppe Kraft entre ses mains ridées. Son expression était inhabituellement sérieuse, même pour un homme qui passait ses journées à s'occuper de testament et de succession. « Laurent » a-t-il dit quand j'ai ouvert la porte, sa voix portant ce ton prudent que les gens utilisent quand ils s'apprêtent à annoncer une nouvelle à laquelle vous n'êtes pas préparé. J'ai quelque chose qui appartenait à Isabelle, quelque chose qu'elle m'a spécifiquement demandé de vous remettre une fois les obsèques terminées. Je l'ai conduit au salon, ce même espace où Isabelle et moi avions partagé d'innombrables soirées à regarder le journal télévisé, à nous disputer sur ce que nous allions manger au dîner, à planifier des vacances que nous n'avions jamais vraiment réussi à prendre. Le canapé en cuir gardait encore le léger creux à l'endroit où elle s'asseyait toujours, recroquevillée avec ses jambes repliées sous elle, lisant ses romans à Léo de Rose dont elle prétendait qu'ils n'étaient qu'un simple divertissement sans prise de tête. Maître Dubois s'est installé dans le fauteuil en face de moi, l'enveloppe posée sur ses genoux comme si elle contenait quelque chose de dangereux. Isabelle est venue me voir il y a environ 6 mois, a-t-il commencé, ses doigts tapotant nerveusement le papier Kraft. Elle a mis à jour son testament, mais elle a également laissé des instructions spécifiques concernant certains biens qui n'étaient pas inclus dans le document principal. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. En 35 ans de mariage, Isabelle ne m'avait jamais rien caché d'important. Nous partagions tout. Les comptes bancaires, les décisions d'investissement, même le mot de passe de sa boîte mail. Elle était méticuleuse en matière de transparence, disant toujours que les secrets étaient la mort de tout bon mariage. Quel genre de bien ? Ai-je demandé, la bouche soudainement sèche. Maître Dubois a ouvert l'enveloppe et en a sorti un jeu de clés. Elles étaient argentées, d'apparence moderne, attachées à un petit porte-clés rectangulaire avec une adresse imprimée en lettres noires soignées. Tour City, quartier de la Pardieu à Lyon, appartement 21007. Sous l'adresse, de l'écriture soignée d'Isabelle, figuraient les mots « Pour Laurent, je suis désolé ». J'ai fixé les clés, mon esprit luttant pour assimiler ce que je voyais. Je ne comprends pas, quel est cet endroit? C'est un appartement de luxe en plein centre-ville, à 10 mètres du bois, sa voix douce mais mesurée. Isabelle l'a acheté il y a 8 ans. L'acté de propriété est à son nom, mais selon ses instructions, la propriété vous est transférée immédiatement à son décès. Pas de procédure de succession complexe, pas de délai d'attente. C'est à vous maintenant. 8 ans. Pendant 8 ans, ma femme avait possédé un bien immobilier dont j'ignorais tout. La femme qui ne pouvait pas garder le secret d'une fête d'anniversaire surprise plus de 3 jours avait réussi à me cacher un appartement entier pendant près d'une décennie. Pourquoi? Le mot est sorti comme un murmure à peine audible. Pourquoi me cacherait-elle ça? Maître Dubois s'est agité inconfortablement sur sa chaise. Je lui ai posé la même question lorsqu'elle est venue me voir pour la chatte. Elle m'a dit que c'était lié à ses voyages d'affaires, qu'elle avait besoin d'un pied-à-terre quand elle travaillait à Ranville. Elle a cependant été très précise sur un point. Il a fait une pause, ses yeux gris rencontrant les miens. Elle m'a fait promettre de ne jamais vous en parler de son vivant. Elle a dit que vous n'étiez pas censé poser de questions sur ses déplacements professionnels, que c'était mieux pour tout le monde si certaines choses restaient privées. Les voyages d'affaires, bien sûr. Depuis 15 ans, Isabelle se rendait régulièrement à Lyon, parfois une fois par mois, parfois plus fréquemment.
Elle disait toujours que c'était pour son travail de consultante, pour aider des petites entreprises avec leur système comptable. Quand j'essayais de demander des détails sur ses clients ou sur ce qu'elle faisait exactement pendant ses voyages, elle se mettait sur la défensive, disant que j'étais trop contrôlant et qu'elle avait besoin d'un peu d'indépendance dans notre mariage. J'avais appris à ne plus poser de questions. L'appartement est entièrement meublé, a poursuivi Maître Dubois en sortant un dossier de sa mallette. Les taxes foncières sont à jour. Les factures d'électricité et d'eau sont configurées en prélèvement automatique sur un compte que Isabelle gérait séparément. Elle a laissé des instructions indiquant que vous devriez visiter le bien avant de prendre la moindre décision quant à sa vente. J'ai pris le dossier avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des documents de propriété, des factures d'énergie, et même ce qui ressemblait à un plan de l'appartement. Tout était méticuleusement organisé, exactement comme Isabelle gérait toujours ses papiers. Mais voir son écriture sur des documents dont je n'avais jamais soupçonné l'existence me faisait l'effet de découvrir des lettres d'amour écrites à un inconnu. Il y a autre chose, a ajouté Maître Dubois, sa voix baissant encore d'un ton. Isabelle a spécifiquement demandé que vous alliez à l'appartement seul la première fois. Elle a dit qu'il pourrait y avoir des choses sur place qui nécessiteraient de l'intimité pour être assimilées correctement. Des choses qui nécessiteraient de l'intimité? Que pouvait-il y avoir dans cet appartement que je ne pouvais pas partager avec nos amis les plus proches? Qu'est-ce ce que ma femme avait bien pu cacher de si sensible pour exiger un secret absolu? Après le départ de Maître Dubois, je suis resté assis dans ma cuisine, tenant ces clés argentées, les retournant encore et encore dans le creux de ma main. Le métal était maintenant réchauffé par mon contact, mais elles me semblaient étrangères, comme des artefacts provenant de la vie de quelqu'un d'autre. Par la fenêtre, je pouvais voir Madame Martin, la voisine, arroser son jardin, vivant son jeudi après-midi tout à fait normal. Tandis que mon monde entier basculait sur son axe, j'ai repensé à la dernière conversation que j'avais eue avec Isabelle, à peine 2 jours avant l'accident. Elle était assise à cette même table de cuisine, triant son courrier avec cette concentration intense qu'elle mettait dans tout ce qu'elle faisait. J'avais mentionné que nous devrions commencer à planifier des vacances pour ma retraite imminente. Peut-être enfin faire ce voyage en Irlande, dans le Connemara, dont nous avions toujours parlé. Elle m'avait regardé avec une expression que je n'avais pas réussi à déchiffrer sur le moment. Quelque chose entre la tristesse et le soulagement. Laurent, avait-elle dit, sa voix inhabituellement douce. Il y a des choses sur ma vie que tu ne sais pas. Des choses que je voulais te dire depuis longtemps. Avant que je puisse lui demander ce qu'elle voulait dire, son téléphone avait sonné. L'un de ces appels professionnels qui semblaient toujours interrompre nos conversations importantes. Elle s'était enfermée dans son bureau, refermant la porte derrière elle. Et quand elle en était ressortie 20 minutes plus tard, elle s'était précipitée pour rassembler son sac à main et ses clés de voiture. On remet cette conversation à plus tard, avait-elle dit en m'embrassant sur la joue avant de franchir la porte. On en parlera quand je rentrerai de Lyon demain. Elle n'est jamais rentrée de Lyon. L'accident s'est produit sur l'autoroute A7, à seulement 15 minutes du centre-ville. La police a déclaré qu'un chauffeur de poids lourd s'était endormi au volant et avait traversé le terre-plein central. Isabelle est morte sur le coup, m'ont-ils assuré, comme si cela rendait la perte plus facile à supporter. Sa voiture était détruite, le contenu de son sac éparpillé sur l'asphalte, mais d'une manière ou d'une autre, son téléphone avait survécu intact dans la boîte à gants. Quand je l'avais fouillé plus tard, cherchant les coordonnées de ses collègues de travail, j'avais trouvé quelque chose d'étrange. Le dernier numéro qu'elle avait appelé n'était ni son bureau ni un client que je connaissais. C'était un numéro de téléphone fixe avec un indicatif local, enregistré dans ses contacts sous une simple initiale, « Monsieur, je n'avais jamais appelé ce numéro ». Une part de moi ne voulait pas savoir qui était M, terrifiée à l'idée qu'en apprendre davantage sur la vie secrète d'Isabelle ne ternisse les souvenirs que nous avions construits ensemble. Mais maintenant, tenant ces clés d'un appartement dont je n'avais jamais connu l'existence, j'ai réalisé que j'avais été stupide de penser que je pouvais préserver notre mariage en choisissant l'ignorance. Le trajet jusqu'au centre de Lyon m'a pris 40 minutes à travers une circulation qui semblait plus dense que d'habitude pour un jeudi après-midi. La Tour Incity était l'un de ces gratte-ciel modernes qui avaient poussé dans le quartier d'affaires au cours de la dernière décennie, tout en verre et en acier, s'étirant vers le ciel comme des doigts essayant de toucher l'inaccessible. Le hall d'accueil était immaculé, avec des sols en marbre qui reflétaient la lumière des lustres en cristal, et un gardien qui m'a salué poliment à mon approche. « Je viens visiter l'appartement 21007, ai-je dit, la voix légèrement éraillée. Il a vérifié son écran d'ordinateur, puis a levé les yeux avec un sourire professionnel. « Bien sûr, monsieur.
Madame Isabelle m'avait prévenu que vous passeriez. Les ascenseurs sont juste sur votre droite. Madame Isabelle? Pas Madame Laurent Leroux. Même pas Madame Leroux. Juste Madame Isabelle, comme si elle était une personne complètement distincte de notre vie commune, quelqu'un avec sa propre identité qui n'avait rien à voir avec le fait d'être ma femme. Le trajet en ascenseur jusqu'au 21e étage m'a paru durer une éternité. Mon reflet me fixait depuis les portes en acier poli, et je reconnaissais à peine l'homme qui me regardait. Quand étais-je devenu si grisonnant? Quand ces rides autour de mes yeux s'étaient-elles creusées si profondément? Isabelle disait toujours que je vieillissais bien, que j'avais l'air distingué plutôt que vieux. Mais planté là, dans cette boîte métallique en pleine ascension, j'ai ressenti le poids de chacune de mes 60 années. L'unité 21007 se trouvait au bout d'un long couloir recouvert d'une épaisse moquette bleu nuit. Je suis resté devant la porte pendant ce qui m'a semblé être une éternité, les clés devenant glissantes de sueur dans ma paume. Ce qui se cachait derrière cette porte allait changer tout ce que je croyais savoir sur mon mariage, sur ma femme, sur moi-même. J'ai glissé la clé dans la serrure. L'appartement était magnifique, d'une manière qui semblait totalement étrangère à notre modeste maison de la rue des Tilleuls. D'immenses baies vitrées offraient une vue imprenable sur les toits de la ville, et le soleil de l'après-midi baignait tout dans une chaleureuse lueur dorée. Les meubles étaient modernes mais confortables, avec des canapés gris moelleux et des œuvres d'art contemporain pour lesquelles Isabelle n'avait jamais montré le moindre intérêt lorsque nous avions décoré notre propre maison. Mais c'est le son qui m'a glacé le sang. De la musique jouait doucement depuis une pièce plus reculée de l'appartement. Un morceau de jazz que je reconnaissais sans pouvoir le nommer. Et sous la musique, je pouvais entendre du mouvement. Le léger murmure de pas sur le parquet, le tintement délicat de vaisselle manipulée dans ce que je supposais être la cuisine. Quelqu'un était là. Quelqu'un vivait dans l'appartement secret de ma défunte épouse. Bonjour, ai-je appelé, ma voix se brisant d'incertitude. Le bruit s'est arrêté immédiatement, suivi d'un instant de silence absolu qui a fait battre mon cœur si fort que je pouvais l'entendre bourdonner dans mes oreilles. Puis des pas se sont approchés, vifs et légers, et une jeune femme est apparue dans l'embrasure de la porte qui menait à l'espace cuisine. Elle devait avoir une trentaine d'années, les cheveux bruns relevés en un chignon décoiffé, et les yeux verts d'Isabelle qui me fixaient avec un mélange de surprise et d'autres choses que je n'arrivais pas à identifier. De la reconnaissance, peut-être, ou du soulagement. Elle portait un simple t-shirt blanc et un jean, mais autour de son cou pendait un collier que j'ai reconnu immédiatement, un petit médaillon en argent ayant appartenu à la grand-mère d'Isabelle, celui qu'elle prétendait avoir perdu des années auparavant. La jeune femme m'a observé pendant un long moment, sa main se portant inconsciemment au médaillon à sa gorge. Lorsqu'elle a enfin parlé, sa voix était douce mais assurée, avec une intonation qui me rappelait la prononciation soignée d'Isabelle. « Vous devez être Laurent », a-t-elle dit en faisant un pas hésitant en avant. « Maman m'avait dit que vous finiriez par venir. » Elle a fait une pause, ses yeux verts s'emplissant de larmes qui menaçaient de déborder. « Je m'appelle Camille. Je suis votre fille. » Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je me suis agrippé au dossier de la chaise la plus proche pour me stabiliser, mon esprit vacillant alors que tout ce que je croyais savoir sur ma vie s'effondrait autour de moi. « Papa » a-t-elle murmuré. Et dans ce seul mot, j'ai entendu 32 ans de désir, d'attente, d'espoir pour ce moment dont j'ignorais même la possibilité. Je suis resté figé dans ce magnifique appartement, fixant cette jeune femme qui prétendait être ma fille, mon cerveau luttant pour assimiler des mots qui auraient dû être impossibles. Camille. Elle avait dit s'appeler Camille, et elle me regardait avec les yeux d'Isabelle, attendant une forme de réaction que j'étais incapable de lui donner parce que mon monde entier venait de sortir de ses gonds. La lumière de fin d'après-midi traversant ces grandes baies vitrées m'a soudain paru trop vive, trop chaude, comme si elle exposait des secrets qui n'étaient jamais censés voir le jour. « Je sais que c'est un choc », a dit Camille, sa voix douce mais ferme, comme si elle avait répété ce moment dans sa tête d'innombrables fois. « Maman m'a dit que vous ne saviez pas pour moi. Elle a dit que c'était compliqué, qu'elle vous expliquerait tout quand le moment serait venu. » Mes jambes ont flanché et je me suis laissé tomber sur le canapé gris derrière moi, le cuir émettant un léger bruissement qui a semblé anormalement fort dans le silence. Quand le moment serait venu, ai-je répété, ma voix sortant à peine comme un murmure. Elle est morte depuis 3 semaines, Camille. Quand exactement prévoyait-elle de me dire que j'avais une fille? Le visage de Camille s'est légèrement décomposé, et elle est allée s'asseoir dans le fauteuil en face de moi, maintenant cette distance prudente comme si elle n'était pas sûre que je n'allais pas m'enfuir en courant. Elle disait qu'elle allait vous le dire bientôt. Elle en parlait de plus en plus ces derniers temps,
surtout après votre anniversaire le mois dernier. Elle disait que vous méritiez de connaître la vérité avant de prendre votre retraite, que vous méritiez de faire des choix concernant votre avenir en ayant toutes les cartes en main. Mon anniversaire. Mes 60 ans, quand Isabelle s'était montrée inhabituellement sentimentale, me serrant fort contre elle après que nous ayons soufflé les bougies sur le simple gâteau au chocolat qu'elle avait fait elle-même. Elle m'avait murmuré qu'elle m'aimait plus que je ne le savais, qu'elle était désolée pour des choses que je ne comprenais pas. À l'époque, j'avais pensé qu'elle était juste émue de me voir vieillir, des changements que la retraite apporterait à notre routine quotidienne. « Quel âge as-tu » ai-je demandé, bien que je pensais déjà connaître la réponse au vu de son apparence. 32 ans. Je suis né en octobre 1992. 92. J'ai fait le calcul rapidement dans ma tête, l'estomac noué alors que la chronologie devenait claire. Isabelle et moi étions mariés depuis 2 ans à l'époque. Nous essayions d'avoir des enfants, passant par tous les tests et consultations qui accompagnent les problèmes de fertilité. Elle était tellement dévastée chaque mois quand les tests de grossesse revenaient négatifs, pleurant dans mes bras et disant que peut-être nous n'étions pas faits pour être parents, alors qu'elle était déjà la mère de quelqu'un. « Qui est ton père » La question est sortie plus durement que je ne l'aurais voulu, mais j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de comprendre comment ma femme avait pu être enceinte de l'enfant d'un autre homme tout en partageant mon lit chaque nuit. L'expression de Camille a changé, devenant plus sur la défensive. Il s'appelle Marc. Marc Leroy. Maman l'a rencontré avant de vous épouser, mais elle pensait qu'il n'était pas prêt à se poser. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle a dit qu'elle ne voulait pas le piéger dans une relation dont il ne voulait pas. Marc Leroy. Ce nom ne me disait rien, mais je l'ai quand même rangé dans un coin de ma tête, l'ajoutant à la liste grandissante des éléments de la vie d'Isabelle dont j'ignorais l'existence. Alors, elle m'a épousé à la place, ai-je dit, l'amère vérité s'installant dans ma poitrine comme une pierre. Elle m'a épousé parce que j'étais un choix sûr, parce que je voulais une famille, parce que j'étais le genre d'homme qui subviendrait à ses besoins et à ceux de son enfant. Non, s'est empressé de répondre Camille en se penchant en avant sur sa chaise. Ce n'était pas comme ça. Maman vous aimait, Laurent. Vraiment. Elle disait que vous étiez l'homme le plus bon qu'elle ait jamais connu. Que vous auriez été un père extraordinaire si les circonstances avaient été différentes. Si les circonstances avaient été différentes. Si ma femme n'avait pas été amoureuse d'un autre homme. Si elle avait été honnête avec moi depuis le début. Si elle m'avait fait assez confiance pour me dire la vérité sur sa grossesse au lieu de me laisser croire que nous luttions ensemble contre l'infertilité. Où étais-tu pendant toutes ces années ? Ai-je demandé, ma voix me paraissant étrange et distante à mes propres oreilles. Si Isabelle finançait cet appartement, si elle menait une sorte de double vie, où étais-tu ? Camille s'est levée et s'est dirigée vers le coin cuisine, revenant avec une photographie dans un cadre en argent. Elle me l'a tendue, et je me suis retrouvé à regarder Isabelle, mais pas Elisabelle que je connaissais. Cette version de ma femme avait l'air plus jeune, plus heureuse, plus détendue que je ne l'avais vue depuis des années. Elle était assise sur un banc de parc avec Camille, qui ne devait pas avoir plus de 8 ou 9 ans. Toutes deux riaient de quelque chose hors du champ de l'appareil photo. J'ai vécu avec mes parents adoptifs jusqu'à mes 18 ans, a déclaré Camille en se rasseyant. Maman s'est arrangée pour que je sois placé dans une famille à Strasbourg juste après ma naissance. Elle a dit que c'était mieux ainsi, qu'elle ne pouvait pas m'offrir la vie que je méritais alors qu'elle commençait son mariage avec vous. La photographie tremblait entre mes mains. Mais vous êtes restés en contact. Elle venait te voir quand elle le pouvait. Ces voyages d'affaires qu'elle faisait, certains d'entre eux étaient pour te voir. Après mes 18 ans, elle m'a aidé à entrer à l'université, elle m'a aidé à trouver cet appartement quand j'ai obtenu mon diplôme. Elle disait qu'elle voulait rattraper toutes les années que nous avions perdues. Toutes les années que nous avions perdues. J'ai repensé à chaque fois que Isabelle était rentrée de l'un de ses voyages d'affaires, comment elle semblait différente, plus légère, mais aussi plus triste, comme si elle portait un fardeau émotionnel que je ne pouvais pas comprendre. Elle balayait toujours mes questions sur la façon dont s'était passé son travail, changeant de sujet pour me demander comment s'était passée ma journée, quels étaient les potins des voisins, n'importe quoi pour détourner la conversation de ce qu'elle avait réellement fait en ville. « Que fais-tu dans la vie » ai-je demandé, essayant de reconstituer cette vie alternative que ma femme avait financée. Je suis graphiste. Je travaille principalement avec des petites entreprises, je les aide pour leur image de marque et leur support de communication. Maman disait qu'elle était fière que j'ai trouvé une carrière créative, que je faisais quelque chose qui avait du sens.
J'ai posé la photo sur la table basse, les mains tremblant légèrement. En 35 ans de mariage, Isabelle n'avait jamais exprimé le moindre intérêt pour le design graphique ou les domaines créatifs. C'était une femme pragmatique, concentrée sur les budgets, les plannings, et la bonne marche de notre foyer. Mais apparemment, elle avait été fière des aspirations créatives de Camille d'une manière qu'elle n'avait jamais pu exprimer pour quoi que ce soit dans notre vie commune. Laurent, a dit doucement Camille, il y a autre chose que vous devez voir. Elle a disparu dans ce que j'ai supposé être la chambre à coucher, revenant avec une boîte en carton qui semblait avoir été manipulée fréquemment. Les bords étaient usés, et le couvercle était maintenu par un ruban qui semblait avoir été noué et dénoué d'innombrables fois. Maman a laissé ça pour vous, a-t-elle dit en plaçant la boîte sur la table basse entre nous. Elle a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais vous la donner quand vous viendriez à l'appartement. Elle a dit que ça vous aiderait à comprendre. J'ai fixé la boîte, effrayé de la toucher. Ce qui se trouvait à l'intérieur serait une autre révélation, un autre fragment de vérité qui remodèlerait tout ce que je croyais savoir sur mon mariage. Une part de moi voulait se lever, sortir de cet appartement, et faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Je pourrais rentrer chez moi, rue des Tilleuls, continuer à pleurer ma femme telle que je l'avais connue, et laisser cette version alternative de notre vie enterrée avec elle. Mais Camille me regardait avec ses yeux verts, attendant avec la patience de quelqu'un qui avait attendu ce moment toute sa vie. J'ai défait le ruban et soulevé le couvercle. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des dizaines, peut-être des centaines, toutes de l'écriture soignée d'Isabelle. Le papier était de couleur crème et avait l'air luxueux, le genre de papier à lettres que Isabelle avait toujours jugé trop chic pour un usage quotidien. Certaines des lettres étaient adressées à Camille, d'autres à un certain Marc. Et au fond de la boîte se trouvait une épaisse pile adressée simplement à Laurent. J'ai pris l'une des lettres adressées à Camille et j'ai regardé le cachet de la poste. Elle datait d'il y a 3 ans, envoyée à une adresse strasbourgeoise. Avec des doigts tremblants, je l'ai dépliée et j'ai commencé à lire. Ma chère Camille, je sais que tu demandes sans cesse quand tu pourras rencontrer Laurent, et je te promets que ce jour viendra bientôt. C'est un homme bon, probablement meilleur que ce que je mérite. Mais il ne sait rien pour toi, et j'ai été lâche de ne pas lui dire. Je me dis que je le protège. Mais la vérité, c'est que je me protège moi-même. J'ai peur que s'il apprend pour Marc, pour toi, pour toutes les façons dont j'ai été malhonnête, il me quitte, et je ne peux pas supporter l'idée de vous perdre tous les deux. Il parle parfois de ses regrets, de combien il aurait aimé que nous ayons des enfants ensemble. Chaque fois qu'il aborde le sujet, j'ai envie de lui parler de toi. J'ai envie de lui montrer les photos que je garde cachées dans le tiroir de mon bureau. Tu es si belle, ma chérie, si intelligente et si talentueuse. Il t'adorerait s'il savait que tu existes. Mais je suis une lâche, et chaque jour qui passe rend plus difficile de trouver les mots. J'ai arrêté de lire, ma vue se brouillant de larmes auxquelles je ne m'attendais pas. J'ai levé les yeux pour trouver Camille qui m'observait avec une expression de profonde tristesse. Elle vous aimait, a dit doucement Camille. Elle avait juste peur de vous perdre, de me perdre, que tout s'effondre si la vérité éclatait. J'ai pris une autre lettre, celle-ci adressée à Marc. Le cachet de la poste était plus récent, d'il y a à peine 6 mois. Marc, Camille pose encore des questions sur toi. Elle veut savoir si tu penses parfois à elle, si tu te demandes comment elle est. Je ne sais pas comment répondre à ces questions sans admettre que je ne t'aille jamais parlé d'elle non plus. Tu ne sais probablement même pas que tu as une fille. J'ai pensé à tout dire à Laurent. Il va bientôt prendre sa retraite, et je ne peux pas continuer à vivre cette double vie éternellement. Il est peut-être temps d'arrêter d'être aussi lâche face au choix que j'ai fait il y a 32 ans. Il est peut-être temps de laisser tous ceux que j'aime connaître la vérité sur qui je suis vraiment. J'ai peur, Marc. Peur que Laurent me déteste pour cette tromperie. Peur que tu sois en colère à propos de la fille dont tu n'as jamais soupçonné l'existence. Peur que Camille réalise que sa mère a été une menteuse et une lâche toute sa vie. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir la lettre. Je l'ai posée et j'ai attrapé l'une des enveloppes qui m'était adressée. Le cachet de la poste était récent, juste 2 mois avant l'accident. Laurent, ai-je lu à voix haute, ma voix s'accrochant sur chaque mot. Si tu lis ceci, c'est que j'ai enfin trouvé le courage de te dire la vérité, ou qu'il m'est arrivé quelque chose avant que je ne puisse le faire. Quoi qu'il en soit, j'ai besoin que tu saches que chaque jour passé avec toi a été un cadeau que je n'ai jamais mérité. Tu m'as aimé complètement, honnêtement, et j'ai remboursé cet amour avec des secrets et des mensonges. J'ai une fille. Elle s'appelle Camille, elle a 32 ans,
et c'est la personne la plus merveilleuse que j'ai jamais connue à part toi. J'aurais dû te parler d'elle dès le début. J'aurais dû avoir confiance en la grandeur de ton cœur, capable d'aimer un enfant qui n'était pas biologiquement le tien. Mais j'étais jeune et effrayé, convaincu que je devais choisir entre la famille que j'avais créée avec Marc et celle que je voulais construire avec toi. J'ai fait le mauvais choix, Laurent. J'ai choisi de mentir au lieu de faire confiance, de cacher au lieu d'espérer. Et maintenant j'ai 60 ans, et je ne sais pas comment effacer 35 ans de tromperie sans détruire tout ce que j'aime le plus au monde. J'ai reposé la lettre, incapable de continuer à lire. L'appartement autour de nous semblait trop silencieux, trop lumineux, trop rempli de vérités que je n'étais pas prêt à entendre. Il y en a d'autres, a dit doucement Camille. Des lettres pour nous tous, des lettres qu'elle a écrites mais jamais envoyées. Des lettres où elle essayait de trouver comment réparer tout ce qu'elle avait brisé. J'ai regardé cette jeune femme, la fille de ma femme, ma presque fille, assise en face de moi dans un appartement rempli de preuves d'une vie dont j'avais ignoré l'existence. Le pire n'était pas la trahison ou les mensonges. Le pire, c'était que je pouvais voir tellement d'Isabelle dans le visage de Camille, dans ses gestes, dans la façon précautionneuse dont elle essayait de prendre soin de moi, même si j'étais un étranger pour elle. Que se passe-t-il maintenant ? Ai-je demandé, la voix à peine audible. Les yeux de Camille se sont remplis des larmes qu'elle avait retenues tout au long de notre conversation. Je ne sais pas, a-t-elle murmuré. Maman disait que vous étiez un homme bon, que vous sauriez trouver ce qui est juste, mais je ne veux pas vous perdre avant même d'avoir appris à vous connaître. Dehors, la ville commençait à s'illuminer à l'approche de la soirée. Quelque part dans ce vaste paysage urbain se trouvait un homme nommé Marc Leroy, qui ignorait qu'il avait une fille. Quelque part ailleurs se trouvait ma maison vide de la rue des Tilleuls, où la tasse de café d'Isabelle trônait encore non lavée dans l'évier, où son empreinte marquait encore le canapé en cuir, l'endroit où j'avais prévu de passer le reste de ma retraite à pleurer une femme qui, apparemment, n'avait jamais vraiment existé. Mais ici, dans cet appartement lumineux rempli de secrets et de révélations, se trouvait Camille, effrayée, pleine d'espoir, et attendant que je décide si j'étais assez courageux pour aimer la famille que Isabelle ne m'avait jamais donné la chance de choisir. J'ai passé la nuit dans l'appartement de Camille, dormant d'un sommeil agité sur le canapé gris, car elle avait insisté pour que je prenne la place plutôt que de rentrer chez moi au volant dans mon état émotionnel. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais l'écriture d'Isabelle, j'entendais Camille m'appeler papa, je sentais le poids de 35 années de mariage s'effondrer autour de moi comme une maison bâtie sur le sable. Quand je me suis réveillé, Camille était dans la cuisine en train de préparer du café, se déplaçant dans l'espace avec la familiarité de quelqu'un qui y vivait depuis des années. La lumière matinale traversant ces immenses baies vitrées était crue et impitoyable, rendant tout trop réel, trop permanent. Ce n'était pas un cauchemar dont je pouvais me réveiller. Depuis combien de temps vis-tu ici ? Ai-je demandé en acceptant le mug qu'elle me tendait. Le café était corsé et amer, exactement comme Isabelle le préparait toujours. Environ 4 ans, a répondu Camille en s'installant dans la chaise en face de moi avec sa propre tasse. Après l'obtention de mon diplôme, maman m'a aidé à trouver cet endroit. Elle a dit que ce serait bien pour moi d'avoir une certaine indépendance, mais assez près pour qu'elle puisse me rendre visite quand elle était en ville. 4 ans. Pendant 4 ans, Isabelle était venue dans cet appartement, passant du temps avec notre fille, construisant une relation dont je n'avais jamais été autorisé à faire partie. J'ai repensé à tous les voyages d'affaires qu'elle avait fait pendant cette période, à la façon dont elle rentrait parfois avec de petits cadeaux, une nouvelle écharpe, un livre acheté dans une librairie, une bouteille de vin d'un restaurant qu'elle prétendait avoir découvert. J'avais toujours supposé qu'elle se faisait plaisir pendant ses déplacements, sans jamais imaginer qu'elle faisait peut-être des achats pour quelqu'un d'autre. Les lettres, ai-je dit, me rappelant la boîte de la veille. Il y en avait tellement. À quelle fréquence t'écrivait-elle ? L'expression de Camille s'est adoucie. Presque chaque semaine, surtout après mon emménagement ici. Parfois, c'était de longues lettres sur sa journée, sur vous, sur ses réflexions. D'autres fois, juste de petits mots pour me dire qu'elle pensait à moi. Elle disait qu'écrire l'aidait à se sentir plus proche de moi quand nous ne pouvions pas être ensemble. J'ai posé ma tasse de café, mes mains tremblant encore légèrement de tout ce que j'avais appris au cours des 18 dernières heures. Camille, je dois te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois totalement honnête avec moi. Elle a hoché la tête. Ses yeux verts, les yeux d'Isabelle, plongeant dans les miens avec une intensité qui me rappelait douloureusement ma femme. Est-ce que ta mère t'a jamais dit qu'elle allait me quitter ? La question est restée suspendue en l'air entre nous comme un fil électrique dénudé. Le visage de Camille a pâli,
et elle a baissé les yeux vers son café, le remuant distraitement bien qu'elle n'y ait rien ajouté. Camille, ai-je insisté, la voix plus douce mais déterminée. S'il te plaît, j'ai besoin de savoir. Elle a pris une grande inspiration, puis a tendu la main vers la boîte de lettres qui reposait toujours sur la table basse. Ses doigts ont parcouru les enveloppes jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait. Une lettre qui lui était adressée, avec un cachet postal datant d'à peine 3 mois. Elle ne l'a pas dit directement, a expliqué Camille, la voix à peine plus haute qu'un murmure. Mais elle parlait de faire des changements, de grands changements. Elle disait qu'elle était fatiguée de vivre dans le mensonge, qu'elle voulait être honnête sur qui elle était vraiment. Elle m'a tendu la lettre, et avec un effroi grandissant, je l'ai dépliée et ai commencé à lire. Ma très chère Camille, j'ai beaucoup pensé à l'avenir dernièrement, à ce à quoi je veux que ma vie ressemble quand Laurent prendra sa retraite. C'est un homme si bon, et il mérite tellement mieux que l'existence faite de demi-vérités que je lui ai offerte. Il mérite une femme qui peut l'aimer complètement, sans réserve, sans secret. J'ai réalisé que je ne peux pas être cette femme pour lui. Je l'aime, mais pas de la façon dont il m'aime. Pas de la façon dont il mérite d'être aimé. Marc a appelé la semaine dernière. C'était la première fois que nous nous parlions depuis près de 2 ans, et entendre sa voix a ravivé tant de sentiments que je croyais enfouis. Il est divorcé maintenant, enfin libéré de ce mariage qui ne l'a jamais rendu heureux. Il a demandé si je pensais parfois à ce qu'aurait pu être notre vie si j'avais eu le courage de le choisir il y a 32 ans. Je lui ai parlé de toi, Camille. Je lui ai enfin dit qu'il a une fille, et il veut te rencontrer. Il veut faire partie de ta vie, et de la mienne si je suis assez courageuse pour faire un choix différent cette fois. Laurent aura 65 ans dans 3 ans. Cela me semble être un délai suffisant pour le préparer à la vérité. Pour l'aider à comprendre qu'il ne s'agit pas d'un manque d'amour pour lui. Il s'agit de l'aimer suffisamment pour le libérer, afin qu'il puisse trouver quelqu'un capable de lui offrir tout ce qu'il mérite. La lettre m'a glissé des doigts engourdis, tombant sur le parquet avec un léger bruissement. J'ai fixé Camille, mon esprit chancelant alors que l'ampleur de la tromperie d'Isabelle devenait claire. Elle ne m'avait pas seulement caché une fille. Elle prévoyait de me quitter pour un autre homme. Pour le père de l'enfant dont elle ne m'avait jamais révélé l'existence. Il y en a d'autres, a dit doucement Camille, les larmes coulant sur son visage. Des lettres où elle explique à quel point elle se sent coupable, à quel point elle sait que ça vous fera du mal, mais qu'elle ne peut plus continuer à prétendre être quelqu'un qu'elle n'est pas. Je me suis levé brusquement, faisant les 100 pas vers les baies vitrées offrant cette vue imprenable sur la ville. Quelque part là dehors se trouvait un homme nommé Marc Leroy, qui avait eu des conversations secrètes avec ma femme, planifiant un avenir qui ne m'incluait pas. Quelque part là dehors existait toute une vie à laquelle Isabelle rêvait tout en dormant à mes côtés chaque nuit pendant 35 ans. Est-ce qu'elle m'aimait, au moins? Ai-je demandé, ma voix se brisant malgré mes efforts pour rester fort. Ou notre mariage n'était-il qu'une mise en scène? Elle vous aimait, a affirmé Camille, la voix ferme malgré ses larmes. Je sais que sa n'a pas l'air en ce moment, mais elle vous aimait, Laurent. Elle l'aimait juste, d'une manière différente. Elle l'a aimé en premier. Aimé en premier. Les mots m'ont percuté de plein fouet. J'ai pensé à chaque anniversaire, à chaque réveillon, à chaque moment de tranquillité que Isabelle et moi avions partagé. Combien de fois avait-elle pensé à Marc pendant ces instants? Combien de nuits était-elle restée éveillée près de moi, souhaitant être ailleurs, avec quelqu'un d'autre? Quand prévoyait-elle de me le dire? Ai-je demandé en me tournant vers Camille. Pour toi? Pour Marc? Pour ses projets de départ? Camille s'est essuyé les yeux du revers de la main. Elle a dit après votre pot de départ à la retraite. Elle voulait attendre que vous ayez fini de travailler, que vous ayez eu le temps de réfléchir à ce que vous vouliez faire du reste de votre vie. Elle pensait qu'il serait plus facile pour vous de recommencer à zéro si vous n'étiez plus lié à un travail et à une routine. Recommencer à zéro. À 60 ans, ma femme prévoyait de divorcer pour que je puisse recommencer à zéro. La condescendance de la chose, l'hypothèse selon laquelle j'allais simplement accepter son abandon et passer à autre chose, a fait brûler ma poitrine d'une rage que je n'avais jamais ressentie auparavant. Elle avait tout prévu, n'est-ce pas? Ai-je lâché, la voix amère. Tout mon avenir tracé sans même me consulter. Quelle générosité de sa part d'attendre que je prenne ma retraite avant de détruire ma vie. Laurent, ce n'était pas comme ça. N'est-ce pas? Ai-je explosé, avant de me sentir immédiatement coupable de passer ma colère sur Camille. Rien de tout cela n'était de sa faute.
Elle était autant victime des mensonges d'Isabelle que moi. Je me suis laissé retomber sur le canapé, ressentant soudainement le poids de mes 60 années. Je suis désolé, ai-je dit en me frottant le visage à deux mains. Je n'aurais pas dû te crier dessus. Ce n'est pas ta faute. Camille s'est assise près de moi sur le canapé, assez près pour que je puisse sentir son parfum, une fragrance légère et florale qui me rappelait Isabelle. Elle avait peur, a-t-elle dit doucement. Dans ses dernières lettres, elle n'arrêtait pas de dire à quel point elle était terrifiée de vous faire du mal, de vous perdre complètement. Elle disait qu'elle avait été lâche pendant si longtemps qu'elle ne savait plus comment être courageuse. J'ai pris une autre lettre dans la boîte. Celle-ci était adressée à Marc et datée d'un mois seulement avant l'accident. Marc, j'ai parlé à Camille de notre conversation concernant ton désir de former une famille. Elle a hâte de te rencontrer, mais elle s'inquiète aussi pour Laurent. Elle s'est attachée à l'idée qu'il soit son père, même s'ils ne se sont jamais rencontrés. Elle dit qu'elle ne veut pas avoir à choisir entre vous deux. Je ne sais pas comment lui dire que le choix ne lui appartiendra peut-être pas. Laurent ne pardonnera pas cela, Marc. Quand il découvrira les 35 années de mensonges, sur toi, sur Camille, sur mes projets de le quitter, il ne voudra plus rien avoir à faire avec aucun d'entre nous. C'est peut-être ce que je mérite. C'est peut-être ce que nous méritons tous. Mais je ne peux m'empêcher d'espérer que d'une manière ou d'une autre, il puisse exister un avenir où tous ceux que j'aime pourraient faire partie du même monde. Où Laurent pourrait apprendre à aimer Camille comme je sais qu'il l'aurait fait si j'avais été honnête dès le début. Où tu pourrais être le père que tu as toujours voulu être. Où je pourrais enfin arrêter de prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Je sais que c'est probablement impossible. Je sais que j'ai fait trop d'erreurs, dit trop de mensonges, blessé trop de gens, mais je dois essayer. Pour le bien de Camille, sinon pour le nôtre, je vais tout lui dire quand il aura 60 ans. Cela me donne 4 mois pour trouver comment détruire toute la vision qu'un homme a de sa propre vie, et réussir d'une façon ou d'une autre à le convaincre que c'est un acte d'amour. 4 mois. Isabelle s'était donné 4 mois pour trouver comment m'annoncer qu'elle me quittait pour un autre homme. 4 mois pour me préparer à la révélation que notre mariage était bâti sur des mensonges, que la femme avec qui je croyais avoir partagé ma vie n'avait jamais vraiment existé. Mais elle avait manqué de temps. Camille, ai-je dit en mettant la lettre de côté. Il faut que tu me parles de Marc. Que sais-tu de lui? Son expression est redevenue prudente. Pas grand-chose. Maman parlait rarement de lui, et quand elle le faisait, elle avait toujours l'air triste. Elle a dit qu'il était artiste, sculpteur je crois, et qu'il vivait quelque part en périphérie de la ville. Elle disait qu'il était passionné et créatif, et qu'il représentait tout ce qu'elle pensait ne pas pouvoir avoir quand elle était jeune. Un artiste, un sculpteur. Tout ce que je n'étais pas, j'étais un homme pragmatique, un expert comptable qui avait passé 40 ans à aider les autres à gérer leur argent et à planifier leur avenir. Je n'avais jamais rien créé de beau, je n'avais jamais inspiré personne comme pouvaient le faire les artistes. J'étais un choix sûr, fiable, ennuyeux. Le genre d'homme dont une femme se contente quand elle ne peut pas avoir ce qu'elle veut vraiment. L'as-t-elle déjà amené ici, à l'appartement? Non, a répondu vivement Camille. C'était notre espace, à maman et à moi. Elle disait qu'il était important de garder certaines choses séparées jusqu'à ce qu'elle trouve comment réunir tout le monde. Réunir tout le monde? Comme si nous n'étions que des pions sur un échiquier qu'elle pouvait déplacer selon son grand plan. Comme si mes sentiments, ma vie, mon avenir n'étaient que des variables dans une équation qu'elle essayait de résoudre. Mon téléphone a vibré pour signaler un message. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à regarder l'écran. Le numéro ne figurait pas dans mes contacts, mais le message m'a glacé le sang. Laurent Leroux. C'est Marc Leroy. Il faut qu'on parle. Je suis au courant pour l'appartement, et je suis au courant pour Camille. Isabelle m'a fait certaines promesses avant de mourir, et j'ai l'intention de récupérer ce qui m'est dû. Retrouvez-moi demain à 14 h à la brasserie des terreaux. Venez seul. J'ai fixé le téléphone, les mains tremblantes. Camille a remarqué mon expression et s'est penchée pour lire le message. « Oh mon Dieu !» a-t-elle murmuré. « Il sait que vous nous avez trouvés. » Marc Leroy, l'homme que Isabelle avait aimé en premier, aimé différemment, aimé au point de planifier un avenir avec lui. L'homme qui se croyait apparemment en droit de réclamer quelque chose maintenant que Isabelle était morte, le père que Camille n'avait jamais connu, qui voulait recouvrer les promesses faites par ma défunte épouse. Demain à 14 h, j'allais rencontrer l'homme que Isabelle avait choisi à ma place.
L'homme avec qui elle avait prévu de passer le reste de sa vie, pendant que je vieillirais seul, me demandant où j'avais échoué. Mais d'abord, j'avais besoin de comprendre exactement ce que Isabelle lui avait promis, et ce qu'il m'en coûterait pour garder la seule famille qui me restait. La brasserie des terreaux était une institution de la presqu'île depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Un de ces endroits intemporels avec ses banquettes en cuir rouge et son sol en damier noir et blanc qui réussissait d'une manière ou d'une autre à survivre alors que des établissements plus modernes allaient et venaient autour de lui. Je suis arrivé avec 15 minutes d'avance, choisissant une banquette dans le coin du fond où je pouvais voir la porte d'entrée et avoir un peu d'intimité pour ce qui s'annonçait comme une conversation difficile. J'ai commandé un café noir dont je n'avais pas envie et je suis resté là à tourner la tasse entre mes mains, regardant la condensation se former sur les parois pendant que j'essayais de me préparer à rencontrer l'homme que Isabelle avait aimé plus que moi. Que dites-vous à quelqu'un qui représente tout ce que vous n'avez jamais été, tout ce que votre femme aurait souhaité que vous soyez? À 14 heures pile, le carillon de la porte a retenti, et j'ai su immédiatement que c'était lui. Marc Leroy ne correspondait en rien à ce que j'avais imaginé. Il était grand et mince, avec des cheveux poivrés celles qui donnaient l'impression qu'il y avait passé la main, et des vêtements qui réussissaient à paraître à la fois chers et négligés. Il y avait une assurance artistique dans sa façon de bouger, l'allure de quelqu'un de bien dans sa peau, d'une manière que je n'avais jamais connue. Il m'a repéré dans la banquette du fond et s'est avancé d'un pas décidé, se glissant sur le siège en face de moi sans y avoir été invité. De près, je pouvais voir les rides autour de ses yeux, les marques d'une vie vécue sans la planification minutieuse qui avait défini la mienne. Il était séduisant, d'une beauté brute qui plaisait probablement aux femmes en quête d'excitation, d'aventure, de passion, tout ce que Isabelle n'avait jamais trouvé avec moi. Laurent Leroux, a-t-il dit, sa voix portant une légère éraflure qui suggérait soit des cigarettes, soit des décennies de rire. Vous êtes plus jeune que ce à quoi je m'attendais. Je me suis forcé à soutenir son regard. Vous êtes exactement ce à quoi je m'attendais. Cela m'a valu un léger sourire. Isabelle vous a bien décrit, alors. Elle a dit que vous étiez direct, honnête jusqu'à l'excès. Elle a dit que vous méritiez mieux que les mensonges qu'elle vous racontait. La façon désinvolte dont il mentionnait le prénom de ma femme, comme s'il avait eu des conversations intimes à mon sujet depuis des années, a fait se resserrer ma poitrine d'une colère que je m'efforçais de contrôler. Que voulez-vous, Marc? Il a fait signe au serveur, a commandé un café noir, puis s'est adossé à la banquette avec la posture détendue de quelqu'un qui avait toutes les cartes en main. Je veux ce que Isabelle m'a promis. Ce pourquoi elle a passé les 2 dernières années à se préparer avant que son accident n'interrompe tout, à savoir une vie ensemble. Elle, moi, et Camille. La famille que nous aurions dû avoir il y a 32 ans si je n'avais pas été trop jeune et stupide pour me battre pour ce que je voulais. Les mots m'ont frappé comme autant de coups de poing. Isabelle est morte. Quelles que soient les promesses qu'elle a faites, elles sont mortes avec elle. L'expression de Marc s'est légèrement durcie. Pas toutes. Elle a pris des dispositions légales, Laurent. Des engagements financiers. Elle prévoyait de divorcer et de m'épouser, et elle a mis les choses en place pour s'assurer que cela se fasse en douceur. Quel genre d'engagement financier? Il a glissé la main dans sa veste et en a sorti une chemise cartonnée, la posant sur la table entre nous. Des contrats d'assurance vie dont je suis le bénéficiaire, des comptes d'investissement à nos 2 noms, et l'appartement où vit Camille. Isabelle prévoyait de même transférer la propriété pour que Camille ait une sécurité quand nous serions devenus une famille. Ma vue s'est légèrement brouillée alors que Jeanne saisissait les implications. De combien d'argent parlons-nous? 250 000 € en assurance vie, encore 150 000 € sur des comptes d'investissement qu'elle a alimentés au cours des 5 dernières années, plus l'appartement, qui vaut environ 180 000 €. Près de 600 000 €. De l'argent que Isabelle avait secrètement détourné de nos comptes communs. De l'argent qui aurait dû faire partie de notre épargne retraite. De l'argent qu'elle donnait à un autre homme pour s'assurer un avenir qui ne m'incluait pas. Je ne vous crois pas, ai-je dit, bien que ma voix manquât de conviction. Après tout ce que j'avais découvert sur la vie secrète d'Isabelle, cela semblait tout à fait possible. Marc a ouvert le dossier et a étalé les documents sur la table, police d'assurance, relevé de placement, relevé bancaire, montrant tous la planification financière minutieuse d'Isabelle pour une vie avec Marc Leroy. Elle a été méthodique, a-t-il dit, la voix presque admirative. Elle a commencé petit, déplaçant l'argent petit à petit pour que vous ne remarquiez rien. Elle disait que vous lui faisiez confiance pour les finances, que vous ne remettiez jamais en question ses décisions concernant les investissements et les assurances. Il avait raison. J'avais toujours laissé Isabelle gérer nos finances,
faisant confiance à son jugement pour tout, des contrats d'assurance à nos plans d'épargne retraite. Elle était si douée avec les chiffres, si prudente pour notre avenir. Je n'avais jamais imaginé qu'elle planifiait un avenir sans moi. C'est de la fraude, ai-je dit en prenant l'un des documents d'assurance. Elle ne pouvait pas vous désigner comme bénéficiaire sans que je le sache. Elle le pouvait si elle souscrivait des polices distinctes sur sa propre tête. Des assurances vie individuelles qui ne nécessitent pas le consentement du conjoint, et qui sont hors succession. Le sourire de Marc était glacial maintenant. Prédateur. Isabelle était plus intelligente que vous ne le pensiez, Laurent. Elle planifiait ça depuis des années. J'ai étudié les documents plus attentivement, le cœur lourd en réalisant qu'il avait raison. Ce n'étaient pas des modifications de nos contrats existants. C'étaient des contrats d'assurance entièrement distincts que Isabelle avait souscrits sur sa propre vie, désignant Marc comme unique bénéficiaire. Et pour Camille? Ai-je demandé. Est-ce qu'elle est au courant de ça? L'expression de Marc s'est légèrement adoucie. Camille ne sait rien pour l'argent. Isabelle voulait la protéger des détails financiers jusqu'à ce que tout soit réglé. Mais elle sait que je suis son père, et elle veut me rencontrer. Ce n'est pas ce qu'elle m'a dit. Elle vous a dit ce qu'elle pensait que vous vouliez entendre. Camille me pose des questions depuis des années, se demandant pourquoi sa mère nous a séparés. Maintenant que Isabelle n'est plus là, rien ne nous empêche d'être une vraie famille. La cruauté désinvolte de ces mots, la supposition selon laquelle je n'étais qu'un obstacle à éliminer, a fait se serrer mes mains en poing. Je n'empêche rien, mais je ne vais pas simplement vous remettre des centaines de milliers d'euros parce que ma femme morte vous les a promis. Marc s'est penché en avant, sa voix baissant pour prendre un ton presque menaçant. Vous n'avez pas le choix, Laurent. Ces contrats sont légaux. Les comptes d'investissement sont légitimes. Et Camille a besoin d'un père qui peut vraiment faire partie de sa vie, pas de quelqu'un dont elle doit se cacher parce que sa mère avait trop honte de ses secrets pour dire la vérité. Camille fait partie de ma vie depuis exactement 2 jours. Avant ça, je ne savais même pas qu'elle existait. Et à qui la faute? Les yeux de Marc ont brillé de colère. Vous étiez tellement contrôlant, tellement rigide sur le fait que tout devait être parfait et planifié, que Isabelle a senti qu'elle ne pouvait pas vous parler de son passé. Elle disait que vous l'auriez jugée pour être tombée enceinte avant le mariage, que vous lui auriez fait honte d'avoir eu un enfant hors mariage. C'est faux. N'est-ce pas? Isabelle disait que vous aviez des idées très arrêtées sur la façon dont les familles devaient fonctionner, sur ce qui était convenable et respectable. Elle disait que vous auriez vu Camille comme la preuve de son échec moral, plutôt que comme une personne digne d'être aimée. L'accusation piquait parce qu'elle contenait une part de vérité. J'avais eu des opinions traditionnelles sur le mariage et la famille. Je croyais qu'il fallait faire les choses de la bonne manière, de façon correcte. Mais jamais je n'aurais puni une enfant pour les circonstances de sa naissance. Jamais je ne me serais détourné de Camille à cause de choix que Isabelle avait fait avant notre rencontre. L'aurais-je fait? Même si c'est vrai, ai-je répondu, la voix tendue par l'émotion. Cela ne vous donne pas le droit de voler l'argent qui devrait faire partie de mon héritage. Je ne vole rien. Je réclame ce que Isabelle m'a promis, ce qu'elle a mis de côté pour notre avenir commun. Marc a rassemblé les documents, les glissant dans la pochette cartonnée. Mais je suis prêt à être raisonnable. Que voulez-vous dire? Je vous donne une semaine pour contester légalement ces assurances. Prenez un avocat. Déposez les recours que vous voulez. Mais quand vous perdrez, et vous perdrez, parce que tout ce que Isabelle a fait était parfaitement légal, je veux que vous vous retiriez de la vie de Camille. Laissez-la avoir un vrai père, quelqu'un qui peut être là pour elle sans la faire culpabiliser d'exister. L'ultimatum m'a frappé comme un coup en pleine poitrine. Me battre pour de l'argent que je ne pouvais probablement pas gagner, ou perdre la seule famille qui me restait. Et si je ne conteste pas les contrats, alors nous pourrons trouver un arrangement. Peut-être pourrez-vous encore faire partie de la vie de Camille dans une certaine mesure. Un oncle Laurent au lieu d'un papa, un ami de la famille qui rend visite de temps en temps et envoie des cartes d'anniversaire. Oncle Laurent. Un second rôle dans la vie de ma propre fille, pendant que Marc endosserait le rôle de père qui aurait dû être le mien depuis le début. C'est Camille qui décide, ai-je dit fermement. Quoi qu'il arrive avec l'argent, quelles que soient nos batailles juridiques, c'est Camille qui décidera du type de relation qu'elle veut avec nous deux. Le sourire de Marc était confiant, presque compatissant. Bien sûr que c'est elle. Et quand elle me rencontrera, quand elle verra ce qu'un vrai père peut lui offrir, je crois que nous savons tous les deux quel choix elle fera. Il s'est levé,
jetant un billet de 10 € sur la table pour payer son café. Une semaine, Laurent. Soit vous contestez les contrats et perdez tout, soit vous acceptez la réalité de la situation et vous sauverez peut-être un petit rôle dans l'avenir de Camille. Après son départ, je suis resté assis sur cette banquette de brasserie pendant encore 1 heure, fixant mon café froid et essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. Marc Leroy ne réclamait pas seulement l'argent d'Isabelle. Il revendiquait tout son héritage, son amour, ses projets d'avenir, sa fille, tout ce qui aurait dû m'appartenir de droit après 35 ans de mariage. Mais le pire était cette petite voix lancinante au fond de mon esprit, celle qui murmurait qu'il avait peut-être raison. Peut-être que Isabelle s'était sentie piégée par mes attentes, bridée par mes valeurs traditionnelles. Peut-être avait-elle eu peur de me parler de Camille parce qu'elle pensait que je la jugerais, la rejetterais, l'obligerais à choisir entre son passé et son avenir. Peut-être avais-je été un mari tellement rigide et contrôlant que ma femme s'était sentie obligée de vivre une vie entière en secret plutôt que de me confier la vérité. Mon téléphone a vibré, c'était un message de Camille. « Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu vas bien ? » J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre. Il faut qu'on parle. Je retourne à l'appartement. En conduisant à travers la circulation urbaine, j'ai essayé de me préparer à la conversation que j'allais avoir. Je devais parler à Camille des revendications de Marc, de l'argent que Isabelle avait mis de côté pour leur avenir commun, du choix auquel j'étais contraint entre me battre pour ce qui m'appartenait légalement et risquer de perdre la seule vraie famille que j'ai jamais eue. Mais d'abord, j'avais besoin de comprendre quelque chose qui me tracassait depuis ma confrontation avec Marc. Si Isabelle avait si systématiquement planifié de me quitter, si elle avait transféré de l'argent et mis en place des contrats d'assurance pendant des années, pourquoi avait-elle continué à écrire ces lettres sur sa culpabilité et sa peur ? Pourquoi avait-elle semblé sincèrement déchirée par ses projets plutôt que de simplement les exécuter ? Et pourquoi, dans toutes ces lettres que j'avais lues, n'avait-elle jamais mentionné une seule fois que Marc aurait droit à de l'argent provenant de nos comptes communs ? Quelque chose clochait dans l'histoire de Marc, et j'allais découvrir ce qu'il ne me disait pas. Quand je suis revenu à l'appartement, Camille m'attendait, la boîte de lettres étalée sur la table basse, organisée en piles soignées par destinataire et par date. Elle a levé les yeux vers moi avec une anxiété évidente dans ses yeux verts, et j'ai pu voir qu'elle avait pleuré. « J'ai lu d'autres lettres », a-t-elle dit. « Laurent, il y a des choses à propos de Marc qui inquiétaient maman, des choses qu'elle ne m'a jamais dites auparavant. » Je me suis assis à côté d'elle, le cœur déjà lourd. « Quelle sorte de choses ?» Camille a pris une lettre datée de 6 mois avant la mort d'Isabelle. Elle commençait à avoir des doutes sur lui, à se demander s'il voulait vraiment une famille ou s'il cherchait juste la sécurité financière qu'elle pouvait lui apporter. Elle m'a tendu la lettre et je l'ai lue avec une inquiétude grandissante. « Camille, il faut que je sois honnête avec toi sur un point. Marc a posé beaucoup de questions sur notre situation financière dernièrement, sur l'appartement, sur mes assurances vie, sur le type d'héritage que je pourrais laisser derrière moi. Au début, j'ai pensé qu'il était juste pragmatique, qu'il pensait à notre avenir commun. Mais quelque chose dans son intérêt me met mal à l'aise. Hier, il m'a suggéré de modifier mon testament pour m'assurer qu'il serait à l'abri s'il m'arrivait quelque chose. Il a dit que ça prouverait que j'étais sérieuse au sujet de notre relation, que je ne le faisais pas simplement marcher. Je lui ai dit que l'appartement était déjà réglé, que tu aurais toujours un endroit où vivre. Mais il a répondu que ce n'était pas suffisant, qu'un homme avait besoin de sécurité s'il devait bouleverser toute sa vie par amour. Je commence à me demander si j'ai été stupide, Camille. Et si Marc ne m'aimait pas vraiment ? Et s'il m'avait juste dit ce que je voulais entendre parce qu'il y voyait une opportunité de gain financier ? La lettre a glissé de mes mains. J'ai regardé Camille, qui m'observait avec une expression d'effroi grandissant. « Il y a d'autres lettres comme ça », a-t-elle dit doucement. Plus elle approchait du moment de vous dire la vérité, plus elle s'inquiétait des motivations de Marc. Dans sa dernière lettre pour moi, elle disait qu'elle pensait à tout annuler, à vous avouer la vérité et à essayer de reconstruire votre mariage à la place. Sa dernière lettre, écrite quelques semaines seulement avant l'accident qui lui avait coûté la vie. « Camille », ai-je dit, la voix à peine plus haute qu'un murmure. Je crois que Marc Leroy nous a menti à tous les deux. Camille et moi avons passé les 3 heures suivantes à examiner chaque lettre de cette boîte, établissant une chronologie de la relation d'Isabelle avec Marc qui dressait un tableau bien différent de celui qu'il avait présenté à la brasserie. Ce qui avait commencé comme une romance ravivée s'était progressivement transformé en quelque chose qui mettait Isabelle de plus en plus mal à l'aise. « Regardez celle-ci », a dit Camille en me tendant une lettre datée de 4 mois avant l'accident. Elle commence à tout remettre en question.
J'ai lu l'écriture soignée d'Isabelle, ma colère montant à chaque mot. Marc a encore appelé aujourd'hui pour poser des questions sur les contrats d'assurance vie. Il voulait savoir exactement de combien d'argent nous parlions, s'il y avait des complications qui pourraient retarder le paiement s'il m'arrivait quelque chose. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait besoin de connaître des détails aussi spécifiques, il a répondu qu'il était juste pragmatique, qu'il voulait s'assurer que Camille serait prise en charge. Mais Camille a l'appartement, a son travail, a tout ce dont elle a besoin pour être indépendante. Pourquoi Marc aurait-il besoin de centaines de milliers d'euros pour s'occuper d'elle? À moins qu'il ne pense pas du tout à s'occuper d'elle. Je commence à réaliser que le Marc dont je suis tombée amoureuse il y a 33 ans n'est peut-être pas le même homme qui m'appelle depuis 2 ans. Ou peut-être étais-je simplement si seul, si coupable des mensonges que je vivais, que j'ai entendu ce que je voulais entendre au lieu de ce qu'il disait réellement. J'ai posé la lettre et j'ai regardé Camille, qui classait systématiquement la correspondance par ordre chronologique. Combien de lettres y a-t-il au total? 47 pour moi, 31 pour Marc, et 28 pour vous, a-t-elle répondu sans lever les yeux de son travail. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont le ton change au fil du temps. Les premières lettres à Marc sont romantiques, pleines d'espoir. Les dernières sont prudentes, presque craintives. Craintives de quoi? Camille m'a tendu une autre lettre. Celle-ci était datée de 6 semaines seulement avant la mort d'Isabelle. J'ai fait une terrible erreur aujourd'hui. J'ai parlé à Marc du compte retraite de Laurent, de la retraite complémentaire qu'il touchera quand il arrêtera de travailler. La réaction de Marc a été immédiate et intense. Il voulait savoir s'il y avait un moyen d'accéder à ces fonds dans le cadre d'un accord de divorce. Quand je lui ai dit que la retraite de Laurent était l'affaire de Laurent, que je n'essaierais jamais de prendre l'argent qu'il avait gagné après 40 ans de travail, Marc s'est mis en colère. Il a dit que j'étais naïve, que je devais à notre future famille de nous assurer tous les avantages possibles. C'est là que j'ai compris, Marc ne veut pas seulement de moi. Il veut la sécurité financière qui m'accompagne. Il veut avoir accès à tout ce que Laurent et moi avons construit ensemble, à tout ce que nous avons économisé pour notre avenir. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Il m'a répondu que j'avais déjà eu 33 ans pour réfléchir, et qu'il était temps d'agir. La conversation s'est mal terminée, il m'a raccroché au nez quand j'ai refusé de m'engager à réclamer les fonds de retraite de Laurent. Je ne sais pas quoi faire. J'ai créé un tel désastre avec mes mensonges et mes secrets. J'ai blessé Laurent avec ma tromperie. J'ai semé la confusion dans l'esprit de Camille quant à son avenir. Et maintenant, j'ai apparemment donné à Marc l'impression que je suis une sorte d'aubaine financière qu'il peut exploiter. Peut-être que la meilleure chose que je puisse faire est de tout dire à Laurent et de le laisser décider si notre mariage vaut la peine d'être sauvé. Peut-être que l'honnêteté, même si tardive, vaut mieux que de continuer à vivre un mensonge qui ne fait que se compliquer. 6 semaines? Ai-je dit, la voix sourde. Elle prévoyait de tout me dire 6 semaines avant de mourir. Camille a hoché la tête, les larmes coulant sur son visage. Et regardez ça. Elle m'a tendu ce qui semblait être la toute dernière lettre que Isabelle avait écrite, datée d'1 semaine seulement avant l'accident. Laurent, si tu lis ceci, c'est que j'ai enfin trouvé le courage de te dire la vérité sur Camille, sur Marc, sur toutes les façons dont j'ai échoué en tant qu'épouse. Je sais que tu as parfaitement le droit de me détester, de divorcer, de ne plus jamais m'adresser la parole. Je t'ai menti pendant tout notre mariage, et je n'attends pas de pardon. Mais j'ai besoin que tu saches que j'ai changé Davis, je ne te quitterai pas pour Marc. Ces derniers mois m'ont montré que ce que je croyais être de l'amour n'était en réalité que de la culpabilité et de la nostalgie. Marc veut de moi quelque chose qui n'a rien à voir avec l'amour et tout à voir avec l'argent et la sécurité. Toi, Laurent, tu m'as aimé pendant 35 ans sans rien demander en retour, si ce n'est de l'honnêteté. La seule chose que je n'ai jamais été capable de te donner. Tu as été fidèle, gentil, d'un grand soutien, et patient même quand je ne méritais aucune de ces choses. Je sais qu'il est probablement trop tard pour sauver notre mariage. Je sais qu'apprendre l'existence de Camille et des années de tromperie te blessera d'une manière que je ne pourrai pas effacer, mais je veux essayer. Je veux te parler de notre fille et espérer que ton cœur est assez grand pour l'aimer comme je sais que tu l'aurais fait dès le début. Je veux te présenter Camille et voir si nous pouvons construire la famille que nous aurions dû être depuis toujours. Quant à Marc, j'ai décidé de couper tout contact avec lui. J'ai déjà entamé les démarches pour remettre les contrats d'assurance à ton nom, là où ils auraient dû être depuis le début. L'appartement restera à Camille, mais tout le reste, les investissements, les économies, l'avenir que j'avais planifié, ça t'appartient.
Ça t'a toujours appartenu. Je t'aime, Laurent. Je t'ai toujours aimé. Je n'ai simplement pas toujours su comment le montrer d'une manière honnête et sincère. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour apprendre. Ta femme, Isabelle. J'ai fini de lire la lettre avec des mains tremblantes, la vue brouillée par des larmes que je ne pouvais plus retenir. Isabelle avait prévu d'avouer, de me choisir, d'essayer de reconstruire notre mariage avec la vérité au lieu des mensonges. Elle prévoyait d'exclure Marc de sa vie pour toujours, mais elle est morte avant d'avoir pu le faire. Laurent, a dit doucement Camille, les polices d'assurance que Marc vous a montrées, je ne crois pas qu'elles soient légitimes. Si maman prévoyait de les remettre à votre nom, si elle avait déjà commencé ce processus. J'ai essuyé mes yeux et essayé de réfléchir clairement. Nous devons appeler les compagnies d'assurance directement, pour savoir exactement quels contrats existent et qui sont les bénéficiaires actuels. Et si Marc avait menti sur toute la ligne? Et s'il n'y avait aucun contrat le désignant comme bénéficiaire? Cette possibilité m'a frappé comme une révélation. Et si les exigences arrogantes de Marc à la brasserie étaient fondées sur des documents falsifiés? Et s'il pariait sur le fait que je ne savais pas assez sur les finances d'Isabelle pour le contester? Mon téléphone a vibré. Le numéro de Marc est apparu sur l'écran. Avez-vous pris votre décision? Il me faut une réponse d'ici demain après-midi. L'avenir de Camille dépend de ce que vous choisirez. J'ai montré le message à Camille, qui l'a lu avec une colère grandissante. Il vous menace, a-t-elle dit. Il essaie de se servir de moi comme moyen de pression pour obtenir de l'argent auquel il n'a pas droit. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'aux vitres, contemplant la ville où, quelque part, Marc Leroy attendait ma réponse. Il croyait détenir toutes les cartes, croyait pouvoir m'intimider pour que j'abandonne tout ce que Isabelle avait voulu me laisser. Il pensait pouvoir me voler mon héritage et ma fille grâce à une combinaison de menaces juridiques et de manipulations émotionnelles. Il avait tort. Camille, ai-je dit en me tournant vers elle, je dois te demander quelque chose d'important. S'il s'avère que Marc a menti à propos des contrats d'assurance, si je n'ai aucune obligation légale de lui donner quoi que ce soit, quel genre de relation veux-tu avoir avec lui? Elle est restée silencieuse pendant un long moment, fixant ses mains. Il y a 2 jours, j'aurais dit que je voulais connaître mon père biologique, que j'avais attendu toute ma vie pour le rencontrer. Mais en lisant ses lettres, en voyant comment il a manipulé maman, comment il essaie de vous manipuler. Elle a levé les yeux vers moi avec ses yeux verts qui ressemblaient tant à ceux d'Isabelle. Je ne veux rien avoir à faire avec quelqu'un qui exploiterait une famille en deuil pour de l'argent. Même s'il est ton père biologique? Être père, c'est plus que de la biologie, a-t-elle affirmé fermement. C'est être présent, se soucier du bien-être de quelqu'un, faire passer ses besoins avant les siens. En 2 jours, vous m'avez témoigné plus d'attention sincère que Marc ne l'a fait en 32 ans. Ces mots m'ont envahi d'une chaleur inattendue. Camille, il faut que tu comprennes quelque chose. Si je me bats contre ça, si je conteste les affirmations de Marc, ça risque de devenir laid. Il pourrait essayer de te monter contre moi, de te raconter des choses sur moi ou sur ta mère qui sont fausses. Laissez-le essayer, a-t-elle rétorqué avec une détermination farouche qui me rappelait de façon saisissante Isabelle. J'ai passé toute ma vie à me poser des questions sur mon père. Maintenant, je sais que je l'ai déjà trouvé. J'ai senti les larmes piquer mes yeux à nouveau. Tu es sûr de ça? Tu es sûr que tu veux que je me batte pour l'héritage que Isabelle voulait nous laisser? Je suis sûr que je veux que vous vous battiez pour notre famille, a-t-elle répondu. La vraie famille que maman essayait de créer quand elle est morte. Ce soir-là, j'ai appelé Maître Rousseau, mon avocat et conseiller en gestion de patrimoine, qui avait géré la succession d'Isabelle. Quand je lui ai expliqué la situation avec Marc et les contrats d'assurance, il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Laurent, a fini par dire Maître Rousseau, j'ai passé en revue tous les contrats d'assurance vie d'Isabelle lorsque j'ai préparé ces documents successoraux il y a 6 mois. Il n'y a aucune police désignant quelqu'un d'autre que vous comme bénéficiaire. Si quelqu'un prétend le contraire, il se trompe ou il ment. Le soulagement qui m'a envahi a été si intense que j'ai dû m'asseoir. Vous en êtes certain? Absolument certain. Isabelle m'a spécifiquement dit qu'elle voulait s'assurer que tout vous revienne, qu'elle modifiait certaines dispositions antérieures pour s'assurer qu'il n'y aurait aucune complication après son décès. Des dispositions antérieures. Elle a mentionné qu'elle avait envisagé des changements concernant ses bénéficiaires, mais qu'elle avait décidé de ne pas le faire. Elle a dit qu'elle voulait que les choses restent simples, qu'elle voulait s'assurer que son mari hérite de tout sans aucune contestation juridique. Isabelle avait tenu sa promesse.
Au cours de son dernier mois, elle m'avait choisi, avait choisi notre mariage, avait choisi la famille qu'elle voulait que nous formions. Les documents de Marc étaient soit des faux, soit des fantasmes, ses exigences arrogantes fondées sur rien d'autre que sa propre cupidité et ses illusions. Maître Rousseau, ai-je dit, je veux que vous envoyiez une mise en demeure à Marc Leroy pour l'informer qu'il n'a aucun droit légal sur une quelconque partie de la succession d'Isabelle. Je veux qu'elle soit livrée demain matin. Considérez que c'est fait. Et Laurent, s'il continue à vous harceler ou profère la moindre menace, nous pouvons engager des poursuites judiciaires pour tentative d'escroquerie et extorsion. Après avoir raccroché, j'ai trouvé Camille dans la cuisine en train de préparer le dîner. Un simple plat de pâtes qui sentait le foyer d'une manière que notre maison de la rue des Tilleuls n'avait plus connue depuis la mort d'Isabelle. Marc n'a aucun droit légal sur rien, lui ai-je annoncé. Les contrats d'assurance qu'il m'a montrés étaient des faux. Les épaules de Camille se sont affaissées de soulagement. Donc, c'est fini. La partie financière est terminée. Mais Camille, il y a autre chose dont nous devons discuter. Je me suis assis à la petite table de la cuisine, soudainement nerveux à l'idée de la conversation que j'allais avoir. Que va-t-il se passer maintenant avec nous? Je veux dire, veux-tu continuer à vivre ici? Veux-tu que je vende l'appartement? Veux-tu qu'on essaie de construire une relation? Ou préférerais-tu qu'on reste juste en contact de temps en temps? Elle a éteint les plaques et est venue s'asseoir en face de moi. Qu'est-ce ce que vous voulez, Laurent? La question m'a pris au dépourvu. Pendant 35 ans, je m'étais concentré sur ce que voulait Isabelle, ce qui la rendrait heureuse, ce qui maintiendrait la stabilité de notre mariage. Je m'étais rarement demandé ce que je voulais vraiment. Je veux une famille, ai-je répondu honnêtement. Je veux tout apprendre sur toi, tes centres d'intérêt, tes rêves, tes peurs, tes films, plats et livres préférés. Je veux savoir ce qui te fait rire et ce qui te fait pleurer. Je veux être le père que j'aurais été depuis le début si on m'en avait laissé la chance. Camille a souri, la première expression véritablement heureuse que je voyais chez elle depuis le début de toute cette épreuve. Je veux ça aussi. Mais Laurent, je ne veux pas que vous vous sentiez obligé de prendre soin de moi à cause d'une quelconque culpabilité liée au secret de maman. Je veux que vous me choisissiez parce que vous voulez vraiment de moi dans votre vie. Je veux de toi dans ma vie, ai-je dit sans hésitation. Pas par obligation ou par culpabilité, mais parce que tu es intelligente, forte et gentille, et parce que je peux voir tant des meilleures facettes de ta mère en toi. Je te veux dans ma vie parce que tu m'as appelé papa, et j'ai eu l'impression de rentrer à la maison. Nous sommes restés là, à nous regarder de part et d'autre de cette petite table. Deux personnes qui étaient des étrangers 48 heures auparavant, mais qui choisissaient de devenir une famille malgré toute la douleur et la tromperie qui nous avaient réunis. Il y a encore une chose, ai-je ajouté. Je vends la maison de la rue des Tilleuls. Trop de souvenirs, trop de rappels d'une vie qui a été bâtie sur des mensonges. Je veux repartir à zéro dans un nouvel endroit. Où irez-vous? J'ai souri. J'espérais que tu pourrais m'aider à trouver un endroit assez proche pour que je puisse te voir régulièrement, mais assez loin de Marc Leroy pour que nous puissions construire notre relation sans interférence. Camille a tendu le bras par-dessus la table et a pris ma main. Ça me plairait. Ça me plairait beaucoup. Dehors, aux fenêtres de l'appartement, les lumières de la ville commençaient à scintiller dans le crépuscule naissant. Quelque part là-bas, Marc Leroy attendait une réponse qui ne viendrait jamais. Demain matin, il recevrait la lettre de Maître Rousseau l'informant que ses réclamations étaient frauduleuses, que ses exigences étaient juridiquement infondées, que la famille qu'il avait essayé de manipuler était plus forte qu'il ne l'avait réalisé. Mais ce soir, Camille et moi étions assis dans le foyer que Isabelle avait créé pour sa fille, planifiant un avenir qu'aucun de nous n'avait imaginé 48 heures plus tôt. Un avenir fondé sur le choix plutôt que sur l'obligation, sur la vérité plutôt que sur la tromperie, sur le genre d'amour qui ne demande rien en retour si ce n'est la chance de grandir. 3 mois plus tard, je me tenais dans le salon de mon nouvel appartement, à seulement 6 rues de l'immeuble de Camille, regardant le soleil du matin traverser des fenêtres qui n'avaient jamais connu les secrets d'Isabelle ou mon ancienne solitude. L'espace était plus petit que la maison de la rue des Tilleuls, mais il semblait infiniment plus grand. De l'espace pour respirer, de l'espace pour construire quelque chose de nouveau, de l'espace pour le genre de vie honnête que je n'aurais jamais cru possible. On a sonné à la porte, et j'ai ouvert pour trouver Camille tenant une boîte de pâtisserie et arborant le genre de sourire qui m'était devenu précieux d'une manière que j'apprenais encore à exprimer. « Bonne fête des pères », a-t-elle dit en entrant et en posant la boîte de la boulangerie sur le comptoir de ma cuisine. Je sais que ce n'est pas encore officiel, mais je me suis dit qu'on devrait s'entraîner.
La fête des pères. J'avais passé 60 ans à ne jamais imaginer la célébrer autrement qu'en tant que fils appelant son propre père. Et maintenant, voici que Camille choisissait de marquer le coup avec moi, même si nous nous connaissions depuis moins de 4 mois, même si la procédure légale d'adoption simple ne serait finalisée que dans quelques semaines. Tu n'étais pas obligé de faire quoi que ce soit de spécial, ai-je dit, bien que je ne puisse m'empêcher de sourire en la regardant évoluer dans ma cuisine avec l'aisance naturelle de quelqu'un qui est à sa place. Si, j'y étais obligé, a-t-elle affirmé avec conviction. Savez-vous depuis combien de temps j'ai envie d'acheter des cadeaux pour la fête des pères? 32 ans, Laurent. Je ne vais pas rater cette occasion. Elle m'a tendu un paquet emballé, les yeux brillants d'excitation et de nervosité. À l'intérieur se trouvait une photographie encadrée que je n'avais jamais vue auparavant. Isabelle tenant un bébé, Camille, dans ce qui ressemblait à une chambre de maternité. Toutes les deux regardant directement l'objectif avec des expressions de pur amour. Je l'ai trouvée dans les papiers de maman, a expliqué Camille. Elle l'a gardée cachée pendant toutes ces années, mais je crois qu'elle a toujours espéré qu'un jour vous la verriez, qu'un jour nous serions tous réunis en famille. J'ai regardé la photo, voyant Isabelle comme une jeune mère pour la première fois, voyant le bébé qui grandirait pour devenir la fille dont je n'avais jamais su qu'elle me manquait. L'image était à la fois magnifique et déchirante. Un aperçu de la famille que nous aurions pu être si Isabelle avait été assez courageuse pour me confier la vérité dès le début. Il y a autre chose, a dit Camille en sortant une enveloppe de son sac. Une lettre de Marc. Mon estomac s'est noué. Cela faisait 6 semaines que la lettre de Maître Rousseau avait informé Marc que ses revendications étaient frauduleuses. 6 semaines sans aucune nouvelle de lui. J'avais espéré qu'il avait accepté la défaite et était passé à autre chose. J'ai ouvert l'enveloppe et lu le message, bref et amer. Camille, ta mère m'avait promis une vie que je n'aurais jamais à cause de l'égoïsme de Laurent. J'espère que tu réalises qu'il est en train de voler ton héritage, de garder l'argent qui aurait dû subvenir à nos besoins à tous les deux. Quand tu en auras marre de jouer à la famille avec un homme qui n'a jamais voulu de toi en premier lieu, appelle-moi. Je serai toujours là. Je serai toujours ton vrai père. Marc. J'ai rendu la lettre à Camille, la mâchoire serrée par la colère. Est-ce que tu vas répondre? Je l'ai déjà fait. Elle a sorti son téléphone et m'a montré un SMS qu'elle avait envoyé. Marc, Laurent n'a rien volé. Il a hérité de ce que maman lui a légalement laissé, et il le partage avec moi parce que c'est ce que font les vrais pères. Tu as passé 32 ans à ignorer mon existence et les 3 derniers mois à essayer de m'utiliser pour obtenir de l'argent. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur le genre de père que tu aurais été. Ne me recontactez plus jamais. Camille. Je l'ai regardé avec admiration et fierté. Qu'est-ce ce que ça fait de lui dire enfin ce que tu penses vraiment? Libérateur, a-t-elle répondu sans hésitation. Pendant des années, je me suis construit ce fantasme autour de mon père biologique. J'imaginais que si je pouvais juste le rencontrer, tout prendrait un sens. Il s'avère que le fantasme était meilleur que la réalité. Elle est allée s'asseoir sur le canapé, repliant ses jambes sous elle dans un geste qui me rappelait tellement Isabelle que Jeanne ait eu le souffle coupé. Mais je veux parler d'autre chose, de quelque chose de plus important. Je l'ai rejointe sur le canapé, notant l'expression sérieuse sur son visage. Qu'as-tu en tête? La vente de la maison de la rue des Tilleuls a été signée la semaine dernière, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. La vente avait été conclue 3 jours auparavant, coupant enfin mon dernier lien physique avec la vie que j'avais partagée avec Isabelle. L'acheteur semblait enthousiaste à l'idée de la rénover. Il disait qu'elle avait du potentiel, mais qu'elle avait besoin d'être modernisée. Combien en as-tu tiré? 320 000 €. Pourquoi? Camille a pris une grande inspiration. Je veux parler de l'argent. De tout l'argent. La vente de la maison, les assurances vie, l'héritage de maman. J'ai réfléchi à ce qui est juste. Ma poitrine s'est serrée sous l'effet d'une peur familière. Camille, nous en avons discuté. Ta mère m'a tout laissé légalement, mais moralement, tu es sa fille. Tu as tout à fait le droit de. Arrêtez, a-t-elle coupé doucement. Ce n'est pas ce que je dis. Elle a sorti un dossier de son sac, le même genre de documentation organisée que Isabelle avait toujours affectionné. J'ai fait des recherches, j'ai parlé à des conseillers financiers, j'ai réfléchi à ce qui serait vraiment le mieux pour nous deux. Elle a ouvert le dossier et m'a montré une série de documents. Je veux que vous placiez la majeure partie de l'argent sur des plans d'épargne retraite, Laurent.
Vous avez 60 ans et vous avez besoin de sécurité pour le reste de votre vie. Moi j'ai 32 ans, un bon travail et mon propre appartement. Je n'ai pas besoin de centaines de milliers d'euros tout de suite. J'ai fixé les papiers, la gorge serrée par l'émotion. Camille, tu n'es pas obligé de. Si, je le dois. Pas parce que je ne veux pas de l'argent, mais parce que je veux quelque chose de plus important. Elle a croisé mon regard avec la même honnêteté directe qui avait caractérisé chacune de nos conversations depuis ce premier jour dans son appartement. Je veux un père qui ne s'inquiète pas pour l'argent, qui ne se sent pas coupable d'un héritage, qui peut juste se concentrer sur le fait d'être mon papa. Le mot m'a frappé comme à chaque fois. Papa, pas Laurent, pas Monsieur Leroux, mais papa. Le titre que j'avais perdu l'espoir de mériter un jour. Que proposes-tu? Garder 400 000 euros pour votre retraite, a-t-elle dit en montrant les projections financières qu'elle avait préparées. C'est suffisant pour compléter votre retraite de base et complémentaire. Assez pour vous assurer de ne jamais avoir à vous soucier de l'argent pour le reste de votre vie. Placez 50 000 euros sur un compte pour les futures études de vos petits-enfants. Oui, je veux des enfants un jour. Et oui, je veux qu'ils vous appellent papy. Et donnez-moi 50 000 euros pour me servir d'apport immobilier quand je serai prête à acheter plus grand. J'ai étudié ses calculs, stupéfait par la minutie de sa planification. Tu as vraiment pensé à tout ça? J'ai appris des meilleurs, a-t-elle souri légèrement. Maman disait toujours que vous étiez brillant en planification financière. Je me suis dit que je devais essayer de penser comme vous le feriez. La générosité de sa proposition m'a laissé sans voix. Elle renonçait essentiellement aux 3/4 d'un héritage auquel elle avait moralement droit, juste pour assurer ma sécurité financière. Camille, c'est trop. Je ne peux pas te laisser. Vous ne me laissez rien faire du tout, m'a-t-elle interrompu. Je choisis de le faire parce que je vous aime. Parce que je veux ce qu'il y a de mieux pour nous deux, et parce que je sais que maman aurait voulu que nous prenions soin l'un de l'autre. J'ai mis le dossier de côté et je l'ai prise dans mes bras, m'émerveillant de voir à quel point c'était naturel, à quel point c'était juste. Tu es sûr de ça? Complètement sûr. Mais à une condition. Laquelle? Nous utilisons une partie de l'argent pour faire un voyage ensemble. Maman parlait toujours de votre envie d'aller dans le Connemara, en Irlande. Que vous aviez planifié ces vacances depuis des années, mais que vous n'y êtes jamais allé parce que vous économisiez toujours de l'argent pour d'autres choses. L'Irlande. Le voyage dont Isabelle et moi avions discuté quelques jours à peine avant sa mort. Les vacances que nous n'avions jamais prises parce qu'il y avait toujours une raison d'attendre, une facture à payer, des réparations à faire dans la maison. Nous pourrions y aller cet automne, a poursuivi Camille, la voix de plus en plus excitée. Voir les paysages, visiter les châteaux, peut-être faire des recherches sur votre histoire familiale. J'ai cherché, et Leroux est un nom très ancien, on pourrait explorer nos racines ensemble ou simplement profiter du voyage. L'idée de voyager en Irlande avec ma fille, de faire enfin le voyage dont je rêvais depuis des décennies, m'a procuré une sorte de guérison que je ne savais pas possible. Ça me plairait, ai-je dit, la voix chargée d'émotion. Ça me plairait beaucoup. Tant mieux, parce que j'ai déjà commencé à regarder les billets d'avion. J'ai ri, le premier son de joie totale que je produisais depuis la mort d'Isabelle. Bien sûr que tu l'as fait. Tu es vraiment la fille de ta mère. Et la vôtre, a-t-elle dit fermement. Je suis la vôtre, aussi. Plus tard cet après-midi-là, nous avons marché jusqu'à un petit café près de l'appartement de Camille, le même trajet que nous avions fait des dizaines de fois au cours des 3 derniers mois. La routine m'était devenue précieuse. Ces moments réguliers de connexion qui ne nécessitaient ni explication ni justification, juste le simple plaisir de passer du temps avec quelqu'un que j'aimais. Alors que nous étions assis à notre table habituelle près de la fenêtre, Camille a sorti une autre enveloppe, celle-ci portant un en-tête officiel. Les papiers d'adoption sont arrivés, a-t-elle dit en me les glissant sur la table. C'est officiel maintenant. Légalement, officiellement, vous êtes mon père. J'ai regardé les documents qui rendaient ce qui était vrai dans mon cœur officiel aux yeux de la loi. Camille Isabelle Leroux. Ma fille à tous égards. Qu'est-ce ce que ça fait? A-t-elle demandé, faisant écho à la question que je lui avais posée au sujet de la lettre de Marc. C'est comme rentrer à la maison, ai-je répondu sincèrement. Comme si tout ce que j'ai traversé, les mensonges, la tromperie, la douleur, tout ça en valait la peine parce que ça m'a mené à toi. Elle a tendu la main pour prendre la mienne. Maman serait heureuse, vous savez. Pour nous, pour ça.
Dans ses dernières lettres, elle n'arrêtait pas de dire à quel point elle espérait que vous et moi pourrions devenir une famille. Elle disait que c'était la seule bonne chose qui pourrait ressortir de toutes ces erreurs. J'ai pensé à Isabelle, à la femme qui avait gardé tant de secrets, mais qui m'avait aussi offert le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Malgré tous les mensonges, malgré toutes les façons dont elle m'avait blessé, elle m'avait aussi donné la possibilité de devenir père. Sa tromperie était mauvaise, mais elle avait conduit à quelque chose de juste, quelque chose de beau. Je lui pardonne, ai-je dit, me surprenant moi-même par ces mots. Je pardonne à ta mère pour tout ça, les mensonges, les secrets, les projets de me quitter, car si elle n'avait pas fait tous ces choix, je ne t'aurais jamais trouvé. Les yeux de Camille se sont remplis de larmes. Elle vous aimait, papa. À sa manière compliquée, elle vous aimait vraiment. Je sais, ai-je répondu. Et pour la première fois, je le pensais vraiment. Et je t'aime. Pas parce que tu es sa fille, pas par culpabilité ou par obligation, mais parce que tu es toi. Parce que tu es intelligente, gentille et courageuse, et parce que tu as choisi d'être ma fille quand tu n'y étais pas obligée. Nous sommes restés là, dans un silence confortable, regardant le soleil de fin d'après-midi filtrer à travers les vitres du café. Deux personnes qui s'étaient trouvées dans les décombres de secrets et de mensonges, et qui avaient choisi de construire quelque chose de nouveau ensemble. Mon téléphone a vibré avec un message de Maître Rousseau. Les comptes retraites sont mis en place. Le fonds pour le voyage en Irlande est créé. Tout est exactement comme vous et Camille l'avez demandé. Toutes mes félicitations pour l'adoption. J'ai montré le message à Camille, qui a souri de satisfaction. Alors, c'est vraiment fait, a-t-elle dit. Nouvelle vie, nouvelle famille, nouvel avenir. Nouveau tout, ai-je acquiescé. Et Camille, merci. Pourquoi? Pour m'avoir choisi. Pour m'avoir appelé papa. Pour m'avoir donné la chance d'être le père que j'ai toujours voulu être. Elle a serré ma main. Merci de m'avoir choisi en retour. Par les fenêtres du café, la ville poursuivait son rythme quotidien, rempli de gens vivant leur vie compliquée, gardant leurs secrets, faisant leurs choix. Quelque part là-dehors, Marc Leroy était probablement encore amer à propos de l'héritage auquel il n'avait jamais eu droit. Quelque part ailleurs, d'autres familles se débattaient avec leurs propres toiles de tromperie et de déception. Mais à l'intérieur de ce petit café, Camille et moi étions assis à planifier notre voyage en Irlande, à parler de la maison qu'elle voulait acheter un jour, en ayant ce genre de conversation facile qui vient naturellement aux personnes qui ont choisi de s'aimer sans condition. J'avais 60 ans, je recommençais ma vie avec une fille que je connaissais depuis 4 mois et un avenir qui ne ressemblait en rien à ce que j'avais prévu. Cela aurait dû être terrifiant. Au lieu de cela, j'avais l'impression que c'était le début de la vie que j'étais censé vivre, honnête, ouverte, fondée sur le choix plutôt que sur l'obligation. L'héritage que Isabelle m'avait laissé n'était pas seulement de l'argent ou des biens. C'était la chance de devenir l'homme que je n'avais jamais eu le courage d'être. Un père, un protecteur, quelqu'un capable d'aimer complètement sans craindre d'être trahi. Et en regardant ma fille planifier nos aventures avec le même soin méticuleux que sa mère apportait à ses secrets, j'ai réalisé que parfois, les cadeaux les plus précieux arrivent enveloppés dans les découvertes les plus douloureuses. Parfois, il faut perdre tout ce qu'on croyait vouloir pour trouver tout ce dont on avait réellement besoin. Parfois, la famille que l'on choisit est plus réelle que celle dans laquelle on est. Et parfois, l'amour suffit vraiment à construire quelque chose de magnifique sur les cendres de quelque chose de brisé.